Bonjour à toutes et tous, je suis le docteur Marc Garnier, je travaille au niveau des départements d'anesthésie, réanimation, médecine péri-opératoire des hôpitaux Tenon et Saint-Antoine. Je m'intéresse depuis de nombreuses années à la ventilation artificielle, raison probablement pour laquelle on m'a demandé de vous traiter un certain nombre de topos en rapport avec la ventilation invasive. Nous allons commencer avec un topo un petit peu physiologique et physiopathologique traitant donc de la ventilation en détaillant les différents modes, en essayant de s'y retrouver un petit peu et de comprendre ce qui s'y passe, les différents paramètres et de la surveillance. Et vous allez voir qu'on va revenir un petit peu dans la genèse des courbes qu'on affiche sur les ventilateurs, ce qui est extrêmement important pour pouvoir comprendre ce qui se passe et surveiller le patient. Alors, les conditions sanitaires obligent, font qu'on est en distanciel pour ces enseignements. Je pense qu'un certain nombre de créneaux et de plages pour poser des questions seront prévus. Je vais essayer d'être le plus clair possible et puis on essaiera d'organiser ces sessions de discussion ultérieurement. Alors, commençons par discuter des modes ventilatoires. Alors, les modes ventilatoires, on peut les classer de plusieurs façons. La première va être de les classer en fonction du paramètre réglé, c'est-à-dire du paramètre que l'utilisateur va régler sur la machine, va déterminer comme consigne et que le respirateur va s'appliquer à faire. Et donc, en gros, dans l'usage courant tous les jours du ventilateur, on distingue donc des modes en volume, où on règle une consigne de volume courant en millilitres, et puis des modes en pression, où la consigne est cette fois-ci une pression, une pressurisation des voies aériennes, et l'unité en ventilation est le centimètre d'eau. Vous avez également une classification des modes en fonction de la fréquence ventilatoire. Les modes en ventilation contrôlée, qui en ventilation contrôlée pure n'existent quasiment plus sur les ventilateurs, on va y revenir, est un mode dans lequel le respirateur va déclencher des cycles à une fréquence contrôlée, déterminée par la machine et fixe, réglée par l'utilisateur. À l'autre extrême, vous avez la ventilation assistée, dans laquelle on ne règle aucune fréquence imposée ni aucune fréquence minimale et où la fréquence est celle déterminée par le patient. Et puis un mode mixte des deux précédents, qu'on appelle la ventilation assistée contrôlée, VAC, dans lequel il y a un certain nombre de cycles minimum réglés par l'utilisateur et la possibilité pour le patient de prendre des cycles supplémentaires assistés. Et puis, dernière façon de classer les modes, ça va être en fonction de ce qu'on appelle le cyclage. Le cyclage, c'est le passage de l'insufflation, l'inspiration en ventilation artificielle, ça s'appelle l'insufflation, c'est le temps où le ventilateur va pousser de l'air, et puis l'expiration qui reste passive, on va y revenir aussi. Et donc, ce basculement entre l'inspiration, l'insufflation du ventilateur et l'expiration s'appelle le cyclage. Et le cyclage peut être fait au bout d'un certain temps ou au bout d'un certain débit. On va y revenir avec des exemples et des courbes, ça sera plus parlant. Alors, en fonction des paramètres réglés, on l'a dit, ça dépend du paramètre pré-réglé contrôlant la contrainte appliquée par le respirateur, avec des modes pour lesquels la contrainte est un volume et des modes pour lesquels la contrainte est une pression. Alors, les modes en volume, on va donc régler un volume courant en millilitres, mais en réalité, le ventilateur, il ne mesure pas des millilitres pour savoir s'il est arrivé à la consigne que vous lui avez réglée. Lui, ce qu'il sait faire, c'est mesurer un débit et puis compter le temps. Et puis, finalement, en intégrant le débit en fonction du temps, il va arriver à un volume. Dans l'exemple ici sur la courbe, vous voyez qu'on a donc un mode en volume puisque le débit est carré. Une fois passé l'ouverture de la valve inspiratoire initiale avec un petit peu d'instabilité ici, le respirateur délivre un débit constant, dans l'exemple ici pris à 60 litres par minute. On lui a réglé comme consigne 500 millilitres ici, et donc il sait que pour faire 500 millilitres, il va falloir faire 60 litres minutes, ce qui représente 1 litre par seconde, pendant 0,5 secondes, et ça va donc bien nous délivrer 500 millilitres. Et donc au bout de ces 0,5 secondes, le respirateur va fermer sa valve inspiratoire, et puis on va cycler et passer sur l'expiration. Donc voilà un peu comment le respirateur contrôle et délivre les 500 millilitres que vous lui avez réglés. Dans les modes en pression, cette fois-ci, le réglage est une pression. Donc, dans l'exemple ici, on avait réglé comme pression consigne 15 centimètres d'eau. Quand le respirateur ouvre sa valve inspiratoire, il va pressuriser les voies aériennes, le circuit, les voies aériennes du patient à 15 centimètres d'eau. Et puis, il existe, mais là, je ne fais juste que les citer, on n'y viendra pas. Et puis, de toute façon, à ce jour, ça n'a pas encore démontré de franc intérêt chez les patients, hein. Mais il existe des modes mixtes pour lesquels vous allez avoir dans le même cycle, ce qu'on appelle les modes mixtes dans le cycle, ou alors d'un cycle à l'autre, les modes mixtes cycle à cycle, des assistances qui peuvent se faire à la fois en pression
et en débit, mais c'est un petit peu compliqué et aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous avez ici une liste non exhaustive des différents noms des modes ventilatoires en fonction justement de la classification par mode. Donc, les modes en volume à gauche, donc la ventilation contrôlée stricte, dont je vous ai dit que ça n'existait plus, hein, c'est de la ventilation assistée contrôlée. On n'empêche pas le malade qui a envie de prendre des cycles supplémentaires de les prendre. Enfin, sachez qu'en théorie, puis dans le passé, ça existait. Donc, la ventilation contrôlée VC à volume contrôlé, VC, la ventilation assistée contrôlée à volume contrôlé, VAC, VC. Et puis d'autres choses qui sont de la ventilation assistée contrôlée intermittente, qui sont des choses en fait dont en pratique, on n'a pas beaucoup d'intérêt. Les modes en pression, la ventilation contrôlée en pression contrôlée, la ventilation assistée contrôlée en pression contrôlée, et puis la ventilation spontanée avec aide inspiratoire, VSAI. Il existe d'autres modes dont on touchera un petit mot à la fin du topo, juste pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Pareil, aujourd'hui, en dehors de certaines études et de certaines sous-populations de malades vraiment particulières, il n'y a pas d'intérêt démontré à utiliser ces modes de façon large dans une population générale de réanimation. Et puis, vous voyez sur la partie droite des modes mixtes. Les constructeurs adorent créer des modes mixtes en essayant de présenter des avantages physiologiques ou sur des outcomes pas très, très pertinents forcément pour la pratique clinique tous les jours. Et puis, en plus, comme ils veulent présenter un petit peu ça sous l'angle de la nouveauté, ils y donnent tous un nom différent alors que des fois, il s'agit de la même chose. Voilà, donc c'est un peu compliqué à comprendre, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Cette liste n'est probablement pas à jour. Il y a probablement des nouvelles choses, mais vous allez voir qu'on ne va pas vraiment même pas en toucher un mot, ce n'est pas très intéressant. On va nous se concentrer sur deux modes qui permettent de ventiler 95 voire 99% des patients en réanimation, que sont la ventilation assistée contrôlée en volume contrôlé et puis la ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Et puis, comme je vous l'ai dit, les modes en orange, on touchera un mot à la toute fin, juste pour que vous ayez une ou deux notions sur comment ça fonctionne. Classer les modes en fonction de la fréquence ventilatoire, on reprend ce que je vous ai dit. Les modes contrôlés, la fréquence des cycles machines est fixe et réglée, on ne fait plus. À l'inverse, à l'autre bout du spectre, les modes assistés, la fréquence c'est égal à la fréquence des efforts patients détectés par la machine. La machine est juste là pour assister le patient, elle ne fait rien toute seule, elle n'impose rien au malade. Et puis des modes assistés contrôlés où il y a une fréquence minimale fixe réglée et éventuellement une fréquence patient supplémentaire. Dernière façon de les classer, je vous avais dit, c'est en fonction du cyclage. Lorsqu'on cycle en fonction d'un temps, eh bien, en fait, c'est que votre temps d'insufflation ou votre temps inspiratoire est fixe et réglé. Il y a différents déterminants, on va les détailler, qui font que le temps est par exemple 0,5 secondes et qu'au bout de 0,5 secondes, le ventilateur a fini l'inspiration et passe à l'expiration. Alors que dans les cyclages en débit, la consigne, c'est que quand le débit a atteint un certain pourcentage du débit inspiratoire maximal, eh bien, à ce moment-là, c'est la consigne pour basculer sur l'expiration. Donc, voici par exemple un exemple de cyclage en temps. Le respirateur compte. Pour tout un tas de raisons qu'on détaillera tout à l'heure, on avait dit que la consigne de cyclage tombait au bout d'une seconde. Eh bien, au bout d'une seconde, le respirateur, vous voyez ici, ferme la valve inspiratoire, passe à l'expiration. C'est une consigne en cyclage. Alors qu'ici, vous avez un mode dont le cyclage est en débit. Vous avez ici le débit inspiratoire maximal, la pointe, et puis voilà, qui est ici, par exemple, à 40 litres par minute. Et puis, quand le débit atteint, dans l'exemple ici, 25% du débit maximal, c'est la consigne pour le respirateur d'arrêter l'inspiration et de passer à l'expiration. C'est ici donc un cyclage en débit. On a réglé comme consigne de cyclage un pourcentage du débit maximal. Alors, penchons-nous sur la ventilation en volume contrôlé. Vous l'avez compris, la ventilation assistée contrôlée en volume contrôlé, la VAC-VC. Il me faut faire quelques rappels fondamentaux qu'il est vraiment important de connaître pour pouvoir comprendre ce qui se passe en ventilation. Le premier, c'est qu'en ventilation spontanée, quand vous respirez, vous ou moi là en ce moment, la pression dans notre thorax lorsque nous inspirons, lorsque nous gonflons la cage thoracique est négative. Nous tirons sur nos muscles, le principal muscle respiratoire étant le diaphragme, éventuellement en mettant en jeu si on fait une inspiration vraiment forcée ou si on est en train de faire un effort important, voire si on est en détresse, ce que je ne souhaite pas à l'heure actuelle. Donc si nous tirons sur nos muscles respiratoires, nous augmentons le diamètre antéro-postérieur et crânio-caudal, de haut en bas et de devant en derrière de notre cage thoracique, ce qui crée une dépression à l'intérieur de la cage thoracique. Et la nature ayant horreur du vide, l'air va rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, de là où il y a la pression atmosphérique, vers l'endroit où on a créé une dépression. Et donc, on a bien une pression négative à l'inspiration.
Lorsqu'on est en ventilation artificielle, ça ne marche pas comme ça. On n'a pas un respirateur qui vous attrape la cage thoracique et qui la tire à votre place pour générer une dépression. C'était le cas des tout premiers ventilateurs qu'on appelait les poumons d'acier lors des épidémies de poliomyélite, où vous avez peut-être vu ces images de gens dans des salles communes, dans des espèces de cages avec juste la tête qui dépassait et qui généraient de la pression négative pour augmenter le volume de la cage thoracique. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Et que ce soit en réanimation ou au bloc opératoire, on a des respirateurs qui vont pousser de l'air dans nos poumons à pression positive, ce qui va distendre notre cage thoracique et gonfler nos poumons comme un ballon. Et donc, lorsqu'on est à l'insufflation, lorsque le respirateur pousse de l'air en ventilation artificielle, la pression dans le thorax est positive et ça a une importance pour beaucoup de choses et notamment tout ce qui va être des signes de mauvaise tolérance de la ventilation artificielle. Le deuxième rappel, c'est de faire un peu de rappel des paramètres de grandeur de la mécanique respiratoire. Vous allez voir que c'est extrêmement important puisqu'on va parler juste derrière d'un petit peu d'équation du mouvement respiratoire. Alors, la première grandeur que je voulais vous rappeler, c'est ce qu'on appelle la compliance. La compliance, ça traduit l'élasticité d'un système. C'est d'ailleurs l'inverse de l'élastance, mais peu importe, c'est la même notion. Et en fonction de si vous mettez le volume ou la pression ou en haut ou en bas de la fraction, vous avez la compliance ou l'élastance. On utilise beaucoup plus souvent la compliance, qui est donc le delta de volume divisé par le delta de pression. Autrement dit, le delta de volume que va générer un delta de pression. Je prends un exemple. Si vous avez par exemple un delta de pression mis par le respirateur ou par vos muscles quand vous tirez dessus pour agrandir votre cage thoracique de 5 cm d'eau, eh bien ce delta de pression va générer un delta de volume dans vos poumons. Et donc, le rapport entre les deux détermine la compliance. Par exemple, si en faisant 5 cm d'eau de pression ou de dépression intrathoracique quand vous respirez, vous faites rentrer dans vos poumons 500 ml d'air, vous avez donc une compliance qui est de 500 ml divisé par 5 cm d'eau, qui est donc une compliance de 100 ml par centimètre d'eau, qui est une compliance tout à fait normale pour un poumon sain d'un adulte bien portant, bien réveillé. Et plus le poumon va être malade, plus cette compliance en fait va chuter, plus l'élasticité du poumon ou de la cage thoracique va baisser et plus ça va être difficile d'y mettre du volume pour un même niveau de pression. On peut aussi dire que pour y mettre le même volume, il va falloir mettre de plus en plus de pression car cette compliance baisse. Et dans les cas les plus sévères, dans les poumons les plus malades, dans les SDRA les plus sévères, vous pouvez tomber à des compliances inférieures à 10 ml par centimètre d'eau. Et vous voyez à ce moment-là que si on voulait, en ventilation artificielle seule, y mettre les 500 mêmes millilitres, il faudrait qu'on mette 50 cm d'eau de pression, ce qui est des pressions tout simplement énormes. Donc voilà la première grandeur, la compliance. Et puis je vous l'ai dit, l'élastance qui est finalement l'inverse. On met la pression en haut, le volume en bas. C'est donc l'inverse de la compliance, en centimètres d'eau par millilitre cette fois-ci, mais on s'en sert un petit peu moins. La deuxième notion importante à se rappeler, c'est que la résistance est égale à 8 états L sur pi R4. Alors ça, ce n'est pas que spécifique à la ventilation artificielle, hein, ça c'est de la physique, c'est, si je me souviens bien, la loi de Poiseuille. Ça, c'est simplement le fait que physiquement, et on n'y peut rien, quand on fait écouler un fluide, quel qu'il soit, à travers un tuyau, quel qu'il soit, ça génère des résistances à l'écoulement. Et que vous soyez en train de travailler sur l'écoulement de l'eau dans le tuyau d'arrosage ou l'écoulement de l'air dans les tuyaux du respirateur ou les voies aériennes, bronches, trachées, grosses bronches du malade, eh bien, ça génère de la résistance, on n'y peut rien. Et cette résistance, elle va dépendre, donc avec la formule que vous avez là, donc état qui dépend de la viscosité du fluide. Forcément, si vous faites écouler de l'air, ça sera moins générateur de résistance que si vous faites écouler de l'eau, voire du plomb liquide. Mais donc ça dépend de la viscosité du fluide. On considère en ventilation artificielle que ceci est une constante. Alors en fait, en théorie, ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand vous faites varier la FiO2, vous faites varier la composition du mélange gazeux et l'oxygène n'ayant pas le même coefficient de viscosité que l'azote ou encore que le CO2, et bien finalement, on devrait faire varier un petit peu cette résistance, mais enfin, c'est tellement négligeable qu'on considère que c'est une constante. Donc la viscosité, c'est celle de l'air, on va dire au sens large, quelle que soit sa composition en termes de proportion d'oxygène. L, c'est la longueur du tuyau. Forcément, plus le tuyau est long, plus vous allez générer de résistance. Plus le tuyau est court, moins il y aura de résistance. Mais ça, c'est pareil, on considère que c'est une constante. Une fois que vous avez monté le circuit du ventilateur et que vous avez un patient donné, il n'y a pas de raison qu'on change la longueur, ni de la sonde d'intubation, ni des tuyaux, ni du filtre, ni de la trachée du malade. Et donc, en gros, pour un patient donné, vous n'allez pas faire varier la résistance en changeant ça. Ce qui va vous faire varier la résistance éventuellement chez un patient, c'est ce qui est en bas. Alors, pi, c'est assez constant aussi, mais par contre, le rayon du tuyau, lui, va pouvoir changer. Et vous avez vu que comme le rayon est à la puissance 4 dans la formule, des toutes petites modifications de rayon vont entraîner des grandes augmentations de résistance.
Et dans notre pratique quotidienne, quand est-ce qu'on a ça? On a ça quand le diamètre de la sonde d'intubation diminue. Ici, vous avez schématisé une sonde d'intubation avec son rayon. Et si maintenant je prends cette même sonde d'intubation, mais par exemple que je considère qu'elle est en train de s'encrasser, parce que les sécrétions sont en train de se tapisser progressivement la sonde d'intubation, vous voyez que le rayon de l'espace utile de la sonde par lequel l'air peut passer est vraiment devenu beaucoup plus petit. Et quand je l'élève à la puissance 4 sur ma fraction, ça va augmenter beaucoup mes résistances. Et donc, finalement, de suivre les résistances, et vous allez voir comment on fait de façon très simple en pratique, me renseigne sur finalement le rayon utilisé, enfin le rayon du conduit utile pour le passage de l'air. Et donc, notamment si ma sonde s'encrasse, si le patient mord la sonde, si la sonde est écrasée, si la sonde est coudée. Bref, dans toutes les situations où le rayon de ma sonde d'intubation diminue. Alors pour finir, je vous avais dit, on va parler d'équation du mouvement respiratoire. On va prendre quelques secondes pour bien comprendre ça. En fait, c'est assez simple et c'est un outil extrêmement puissant de compréhension et de surveillance de votre patient. L'équation du mouvement respiratoire, ça dit que quel que soit l'instant où vous vous situez dans le cycle respiratoire, la pression dans les voies aériennes, la pression airway en anglais, AW, va être égale à trois déterminants. Le premier, c'est P0, c'est la pression de départ. Forcément, si vous avez une pression à la fin de l'expiration qui est à 0 cm d'eau ou à 10 cm d'eau, eh bien, la pression dans les voies aériennes, quel que soit le moment du cycle, ne va pas être la même. Donc, en gros, ça dépend de quelle marche sur l'escalier, sur quelle marche de l'escalier vous vous situez. Si vous êtes tout en bas ou tout en haut, vous n'aurez pas la même pression de départ et donc pas la même pression dans les voies aériennes au moment du cycle. Le deuxième déterminant, qui est égal ici à la résistance fois le débit inspiratoire, eh bien, c'est ce qu'on appelle la pression résistive. Elle est dépendante, comme on l'a dit tout à l'heure, du fait qu'on fait écouler un fluide dans un tuyau. Et donc, plus la résistance à l'écoulement est élevée, plus ça va générer de pression. Ça, on l'a dit un petit peu déjà sur la diapositive précédente quand on parlait du rayon du tuyau. Et puis, plus le débit va être élevé, plus ça va générer également de pression. On peut prendre l'exemple aussi du tuyau d'arrosage. Vous imaginez bien que vous ouvrez l'eau au bout du tuyau d'arrosage et l'eau, imaginons, va à 1 mètre après l'abouchement du tuyau d'arrosage. Vous augmentez le débit de l'eau. Donc, par exemple, en tournant 2 fois plus le bouton du robinet d'eau, eh bien, ça va générer plus de pression dans le système et votre l'eau va sortir plus loin. Ça, on l'a tous expérimenté. On augmente le débit, l'eau va plus loin au bout du tuyau. Et puis, la deuxième façon de faire aller l'eau plus loin au bout du tuyau, c'est d'augmenter la résistance pour le même débit. Et ça, on l'a aussi tous expérimenté. Vous voulez un petit peu plus loin, vous êtes un peu court pour arroser les fleurs qui sont un peu plus loin qu'1 mètre. Vous appuyez légèrement avec votre pied sur le tuyau. Vous allez diminuer le rayon du tuyau, augmenter la résistance à l'écoulement, générer plus de pression et votre eau va jaillir plus loin. Et puis le troisième déterminant de la pression, c'est ce qu'on appelle la pression élastique. Et donc ça, on revient à notre notion de compliance. On avait dit que c'était delta V sur delta P, donc la pression, elle est déjà dans la formule. Et donc si je divise mon volume par la compliance, c'est donc une pression. Et c'est la pression élastique, ça c'est la pression qui est liée à l'élasticité du système. Ça, c'est simplement le fait que vous mettez de l'air dans un ballon à une compliance donnée du ballon, et ça va donc vous générer de la pression. On le voit bien quand vous gonflez les ballons de baudruche des enfants pour les anniversaires, on met de l'air dedans, ça génère de la pression, ça distend le ballon. C'est aussi simple que ça. Et donc là, qu'est-ce qui va faire changer ma pression? À la fois le volume. Si je gonfle 2 fois plus, le ballon se gonfle 2 fois plus parce qu'il y a 2 fois plus de pression. Facile. Ou alors parce que la compliance baisse, et ça on le voit aussi parce que quand on essaye non plus de gonfler un ballon de baudruche, mais les petits ballons tout fins avec lesquels on fait les animaux là, en pliage, qui sont des ballons avec des compliances effroyablement basses, et on n'y arrive même pas à souffler à la bouche, il faut une pompe tellement il faut mettre de pression pour mettre du volume là-dedans. Et on voit donc que quand la compliance baisse, pour un même volume, il va falloir pousser beaucoup plus fort, et donc ça va générer davantage de pression. Donc vous avez ici les trois déterminants de la pression dans les voies aériennes. La pression de départ et en ventilation artificielle, c'est ce qu'on appelle la PEP, c'est la pression d'expiration positive, c'est le niveau de la marche sur l'escalier où on se situe au début du cycle. 0, 5, 10 cm d'eau, forcément ça ne génère pas les mêmes pressions dans le système. Ensuite, la pression résistive qui est liée à la résistance à l'écoulement fois le débit d'insufflation, et la partie élastique qui est égale au volume divisé par la compliance, ou au volume fois l'élastance, puisqu'on a dit que l'élastance était l'inverse de la compliance. Donc c'est la pression résistive, la pression élastique. Vous avez ici les unités, peu importe, mais bon, à la fin on retombe sur des centimètres d'eau. Les volumes sont donnés en millilitres, les débits en litres par seconde, et donc la résistance en centimètres d'eau litre seconde. Alors voilà comment ça se traduit sur l'écran du respirateur et comment les courbes se construisent.
On est au début du cycle, le respirateur, on est ici, donc je rappelle, dans un mode en volume contrôlé, et donc la consigne, c'est un volume, et on rappelle aussi, pour le respirateur, le volume, c'est un débit fois un temps. Ici, on a réglé tout en haut une consigne en haut de la diapositive à 400 millilitres. OK, très bien, et j'ai ici, dans l'exemple, un débit, vous le voyez, à la phase stationnaire du débit, on a un débit qui est à 40 litres par minute. Un débit à 40 litres par minute, alors c'est un petit peu compliqué de calculer comme ça, vous allez voir, on en parlera tout à l'heure, mais finalement un débit à 60 litres par minute, entre autres avantages, ça a l'avantage d'être 1 litre par seconde, ce qui est quand même beaucoup plus facile pour multiplier ou diviser. Néanmoins, ce n'est pas grave, ici on a 40 litres par minute, ce qui fait 0,66667 litres par seconde, 2 tiers de litres par seconde. Et donc le respirateur, il sait que pour faire 400 millilitres à ce débit-là, il va falloir qu'il l'insuffle pendant 0,6 secondes pour arriver à 400 millilitres. 0,67 litres par seconde fois 0,6 secondes égale 400 millilitres, tout est bon. Et donc, au bout de ces 0,6 secondes, il s'arrête d'insuffler puisque dans le système, il a mis 400 millilitres. Qu'est-ce qu'on observe sur la courbe de pression ? Car vous avez déjà vu que quand le débit est constant, ce qui va varier, c'est la pression. Extrêmement important de comprendre ça aussi. Et donc, la pression, elle va monter, forcément. Je mets du volume dans mon système, je fais monter la pression, je gonfle le ballon grâce à de la pression qui monte. Et puis, sur cet exemple-là, qui est l'exemple le plus simple de construction des courbes, on va complexifier un petit peu sur les diapositives suivantes. Une fois que le volume courant a été insufflé, le respirateur passe à l'expiration. Il ferme sa valve inspiratoire, il ouvre sa valve expiratoire. Et en ventilation artificielle comme en ventilation spontanée, l'expiration, par contre, elle est passive. Vous avez poussé de l'air dans le système, on a distendu la cage thoracique et les poumons, et quand on relâche cette pression générée par le ventilateur, eh bien, pardon, le ressort se relâche, revient à son volume de repos, son volume de relaxation, et donc l'air ressort, c'est passif. Et donc, à ce moment-là, la pression rebaisse. Et puis, c'est reparti au cycle suivant, déterminé là ici dans l'exemple par la fréquence respiratoire que j'ai réglée chez le patient. Niveau 1 de nos courbes de débit et de pression. Autre exemple ici, eh bien finalement, vous retrouvez exactement le même aspect, mais je vous mets en haut ici à droite la courbe de pression telle qu'elle était sur la diapositive juste précédente, et comparez-la avec la courbe de pression ici, vous voyez que la courbe de débit est exactement la même, la montée en pression et la descente de pression est la même, mais cette fois-ci, ce qui a changé, c'est qu'ici, à la fin de l'expiration, je ne reviens pas à zéro comme sur ma courbe précédente, mais dans l'exemple ici, je reviens à un niveau minimal de pression qui est de 5 cm d'eau. Et donc, on est bien à la fin de l'expiration ici, à la fin de la courbe noire de débit où le malade a passivement sorti l'air qu'on lui avait insufflé dans les poumons. Et à la fin de l'expiration, avant la montée en pression du cycle suivant, j'ai donc un niveau de pression minimale qu'on appelle en français la PEP, pression expiratoire positive. Vous pourrez trouver aussi l'acronyme en anglais qui est PEEP, c'est P avec 2 E. Positive End Expiratory Pressure. Et donc ça, on va le régler sur le ventilateur. Et donc ça permet de maintenir un niveau minimal de pression, donc de volume, forcément, dans les poumons du malade à la fin de l'expiration. Et on fait ça parce que finalement, chez un malade intubé et ventilé, on considère qu'un certain nombre de choses qui font que nous, nos alvéoles ne se ferment pas à la fin de l'expiration et restent ouverts grâce notamment au surfactant qui est cette petite couche de tensioactif qui garde nos alvéoles ouverts et qui garde donc un volume résiduel dans nos poumons qui, quand on fait des explorations fonctionnelles respiratoires, s'appelle la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle. Et bien chez les patients intubés et ventilés, pour tout un tas de raisons, ça ne marche pas aussi bien que ça. Le poumon peut être abîmé, il peut y avoir de la pneumonie, il peut y avoir n'importe quoi qui a fait en sorte que le surfactant ne soit plus là ou soit dégradé. Et donc, les alvéoles ont une tendance à se collaber, à se pincer, à s'atelectasier. La deuxième chose, c'est qu'on ne tire plus activement sur nos muscles non plus, mais on est complètement passif par le ventilateur qui va nous insuffler les choses. En général, en faisant réanimation, on est couché à plat dos. Et donc, notre poumon, avec les muscles qui ne tirent plus sur la cage thoracique, va avoir tendance aussi à se tasser sur lui-même. Et donc, pour toutes ces raisons-là, pour éviter l'atelectasie, le collapsus du poumon, on va donc laisser un certain volume d'air à la fin de l'expiration, donc une certaine pression à la fin de l'expiration qu'on appelle la PEP. Et alors là, le réglage de la PEP, c'est bien compliqué. On pourrait y passer des heures et des jours et on n'aurait probablement pas encore trouvé la solution à la fin. Mais sachez qu'en ventilation artificielle, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation, il est maintenant quand même communément admis de mettre un niveau de PEP minimal à 5 cm d'eau chez tous les patients. Troisième niveau de complexité de nos courbes. J'ai donc l'insufflation qui se passe exactement pareil. Vous avez vu ici, je génère un débit, le respirateur compte le temps et va donc délivrer le volume courant et faire monter la courbe de pression. Néanmoins ici, j'ai une deuxième phase
où je ne suis pas encore à l'expiration. Vous voyez, le débit n'est pas négatif, l'air ne ressort pas du malade. C'est une phase où le débit inspiratoire est nul. Vous voyez, il n'y a plus de débit. C'est-à-dire qu'en fait, le respirateur a insufflé, est arrivé au volume courant que vous aviez réglé, ferme donc sa valve inspiratoire, il n'envoie plus d'air dans le malade, mais il n'ouvre pas encore sa valve expiratoire. Et donc, vous avez le volume courant qui est dans les poumons du malade. Il n'y a plus d'air qui arrive, mais pas encore d'air qui en ressort. On est donc bien toujours à l'inspiration, on est toujours avec de l'air et la cage thoracique distendue, mais le débit inspiratoire est nul. Il n'y a plus d'air qui rentre, d'air qui sort. Et vous allez avoir à ce moment-là un petit décroché dans la pression et une diminution de la pression dans le système. Alors pourquoi vous avez ça? Eh bien parce que, revenons à notre équation du mouvement respiratoire. La pression, c'est donc la pression de départ fois plus la pression résistive plus la pression élastique. Et forcément, quand le débit inspiratoire est à zéro, quand il n'y a plus d'écoulement d'air dans le système, ben la pression résistive est à zéro. Et donc, par rapport au moment où vous étiez en train de pousser de l'air, vous avez annulé la composante de la pression qui est la pression résistive. Et il ne vous reste plus que la pression de départ et la pression élastique. Et donc, votre pression diminue. Vous avez annulé cette partie qui est liée à la résistance à l'écoulement de l'air. Et après, le cycle se continue avec une expiration et puis le cycle suivant. Et donc là, vous avez une courbe qui se rapproche maintenant de ce que vous voyez sur les écrans des respirateurs branchés à vos patients dans les services. Et cet aspect donc avec un décroché. Alors, pourquoi on fait ça? Pour plusieurs raisons. La première, parce que cette pause téléinspiratoire, cette pause à la fin de l'inspiration, est un petit peu, permet probablement une meilleure distribution des gaz au sein des alvéoles. Ça laisse un petit peu de temps au gaz pour vraiment se distribuer complètement dans les alvéoles au sein des poumons des malades. Ça, c'est, on va dire, un intérêt un petit peu physiologique. Et puis, il y a un intérêt, on va dire, un petit peu plus pratique ou pragmatique pour le médecin ou l'infirmier qui surveille le patient. C'est que ça va nous permettre de monitorer une pression qui est extrêmement importante, qui est ici, qui s'appelle la pression de plateau, puisque finalement, on est sur le plateau inspiratoire, on a le volume courant dans les poumons, mais on ne fait plus rentrer, plus sortir d'air, on est en fait au plateau inspiratoire. Et vous voyez que cette pression permet, je le répète, d'annuler la pression résistive. Et cette pression de plateau est extrêmement importante à surveiller, puisque c'est le reflet de la pression qu'il y a dans nos alvéoles, et donc le reflet de la pression qui peut abîmer notre poumon si on en met trop. Et vous avez sur cette courbe ici, donc les trois déterminants extrêmement importants à surveiller chez nos patients. Vous avez tout en haut la pression de pic, qu'on appelle aussi la pression de crête, peu importe, vous choisissez le nom que vous voulez, c'est la même chose, qui est donc la pression maximale, qui, vous l'avez compris, est dans les derniers instants de l'insufflation du respirateur, au moment où on a les trois couches, la pression de départ, la pression résistive, la pression élastique. La pression de plateau qui est au moment où le débit est à zéro et où donc on a annulé la pression résistive et on n'a plus que la pression de départ et la pression élastique. Et puis tout en bas, la pression de départ, au moment où il n'y a plus d'air dans le système, en dehors de l'air, la capacité résiduelle fonctionnelle et du volume qui reste lié à la PEP, mais en tout cas, il n'y a plus de volume courant qui sert aux échanges gazeux. Et donc, c'est la pression de départ, c'est la PEP. Et donc, sur vos courbes, sur vos respirateurs, vous avez ces trois pressions qui sont extrêmement importantes à monitorer, la PEP, la pression de plateau et la pression de crête. Et là où cet outil est extrêmement intéressant, extrêmement puissant, c'est qu'en fait, quand vous faites le delta entre ces pressions, eh bien, vous retrouvez les trois composantes de l'équation du mouvement respiratoire. Entre la pression de départ et la pression de plateau, vous avez la pression élastique, qu'on appelle aussi pression motrice. Et puis, entre la pression de plateau et la pression de crête tout en haut, c'est la pression résistive, c'est la partie qui s'annule quand le débit est à zéro. Et donc, on le répète, la pression résistive, rappelez-vous de quelques diapos en amont, et en gros, quand on ne change pas le malade et qu'on ne change pas les conditions sur le respirateur, le reflet du rayon de la sonde d'intubation et des grosses voies aériennes de votre patient. Et donc, sur cette courbe, vous voyez que vous pouvez surveiller la pression élastique ou la pression motrice, la pression de plateau, la pression résistive, l'encrassement de la sonde d'intubation, la présence de sécrétion dans les voies aériennes du patient. Et donc, c'est un outil extrêmement important du monitoring du patient. Voilà comment ça se traduit sur l'écran d'un respirateur qui est maintenant plus tout jeune, mais c'est pareil sur les nouveaux. Vous avez donc bien ici en bas la courbe de débit qui est une courbe de débit carré. Quand le débit, le volume courant est atteint, le débit revient à zéro, mais vous voyez, il y a une pause téléinspiratoire. On n'est pas encore dans le temps de l'expiration du malade qui survient un petit peu plus tard quand vous avez ici la courbe négative en débit, l'air ressort du patient. Et sur la courbe de pression en haut, ça se traduit donc bien par une pression qui monte jusqu'à la pression de pic.
Au moment de la pause téléinspiratoire, une décroissance de cette pression qui forme donc un plateau. Et puis à l'expiration, la redescente de la pression jusqu'à la pression de départ qui, dans cet exemple ici, était avec une absence de PEP, une PEP à 0. Vous voyez, la pression revient à 0. Et puis ici, sur ce deuxième exemple, une PEP à 5 cm d'eau avec une pression qui reste, quoi qu'il arrive, au minimum à 5 cm d'eau. Alors, dernier petit détail qu'on peut avoir sur ces courbes. Je vous ai remis ici une courbe. Alors, vous voyez, sans pause téléinspiratoire. On passe directement de l'insufflation à l'expiration. On ne monitore donc pas le plateau, ce qui est un petit peu dommage en pratique quotidienne de ne pas voir un petit peu l'état du reflet de l'élasticité et de la compliance du poumon de notre malade et si on n'est pas ce qu'on appelle barotraumatique, si on ne génère pas trop de pression dans ces alvéoles. Mais on a dit qu'on était dans un mode assisté contrôlé jusqu'à présent. Je vous ai présenté les cycles qui s'enchaînaient à la fréquence respiratoire que vous aviez réglée sur la machine. Mais on est dans un mode assisté contrôlé, et donc on laisse l'opportunité au patient de prendre des cycles supplémentaires. Pour ce faire, il faut que le patient fasse un effort inspiratoire. Et si cet effort inspiratoire génère ici une dépression, en fait, une espèce d'appel d'air, ou une baisse du débit dans le système quand on se met sur un trigger en débit, ou une dépression dans le système si on se met sur un trigger en pression, ce qui est exactement la même chose finalement, eh bien, vous voyez dans l'exemple ici que ça génère une dépression qui fait rendre la pression négative. Et si cette pression atteint le seuil de déclenchement qu'on règle aussi sur la machine, qu'on appelle le trigger inspiratoire en anglais, eh bien, ça va être le signal pour la machine que le patient respire et qu'il faut lui délivrer un cycle supplémentaire. Et dans un mode en VAC, en ventilation assistée contrôlée, en volume contrôlé, quand le patient fait un effort et que la machine détecte cet effort et qu'elle va délivrer un cycle supplémentaire, eh bien, elle délivre un cycle supplémentaire exactement comme les cycles contrôlés à fréquence fixe, c'est-à-dire un cycle en volume où elle va délivrer le volume courant avec un débit carré. Et donc, vous voyez ici, le premier cycle est un cycle contrôlé, c'est la fréquence imposée par la machine, il n'y a pas d'effort avant. Le deuxième cycle et le troisième cycle qu'on devine ici, il y a cette petite dépression qui fait que c'est un cycle assisté. Voilà comment, non pardon, donc voilà comment on passe dans un mode assisté contrôlé. Alors qu'est-ce qu'on règle du coup sur un respirateur? Eh bien, vous avez ici donc les principaux réglages. La première chose, dans un mode en volume contrôlé, ça va être les déterminants du volume minute, c'est-à-dire finalement, c'est tout bêtement la multiplication du volume courant fois le nombre de cycles par minute. Alors, le nombre de cycles réglés, le volume minute peut être finalement supérieur, le volume minute réel peut être supérieur au volume minute que vous avez réglé si le patient prend des cycles supplémentaires. Néanmoins, s'il n'en prend pas, le volume minute, c'est égal tout bêtement au volume courant fois la fréquence respiratoire. 500 ml 16 fois par minute, ça fait 8 litres minute. Et on peut le surveiller ici sur l'écran du ventilateur, sur la partie surveillance à droite. Ici, vous avez les 4 petites lignes de surveillance. Et vous voyez VM, volume minute, 7,6 litres minute. On n'est pas très loin des 8 qu'on a réglés. C'est lié au fait que le volume courant n'est jamais exactement de 500 millilitres. Il peut être de 480, 510 au cycle suivant. Et quand le respirateur mesure la vraie volume minute, vous n'avez jamais exactement le produit du volume courant théorique et de la fréquence théorique. Mais il faut quand même vérifier que ça ne s'en éloigne pas trop. Et puis si c'est supérieur, ça peut aussi vous témoigner, surtout si vous surveillez la fréquence respiratoire réelle, que le malade prend des cycles supplémentaires. Ce qui est intéressant parce que ça peut vouloir dire que si le patient est plutôt sur une cinétique de stabilisation voire d'amélioration, le fait qu'il prenne des cycles supplémentaires peut vouloir dire que c'est peut-être le moment de passer dans le deuxième mode qu'on va voir juste après, qui est un mode de sevrage de la ventilation, qui est l'aide inspiratoire. Donc le produit de 500 x 16, c'est donc égal, comme je vous l'ai dit, au volume minute. La deuxième chose qu'on va régler, ça va être le déterminant des temps ventilatoires. Et donc les temps ventilatoires, forcément, à un débit donné, le volume courant va déterminer le temps d'insufflation, forcément, à un certain débit. Si je veux mettre plus de volume, il va falloir que la machine pousse pendant plus longtemps. Ici, vous avez directement en réglage sur la façade du ventilateur le temps inspiratoire, qui va donc correspondre au temps d'insufflation, le temps pendant lequel le respirateur va pousser de l'air, plus le temps de pause téléinspiratoire. Et ici, où on a réglé par exemple 1,2 secondes, on fait un rapide calcul, on est à 60 litres minutes de débit, égal 1 litre par seconde. Je demande un volume courant de 500 millilitres, il va donc falloir que le ventilateur pousse pendant 0,5 secondes. Si je règle un TI à 1,2 secondes et que le ventilateur a besoin de 0,5 secondes pour insuffler le volume courant, il va lui rester 0,7 secondes pendant lequel il va faire une pause téléinspiratoire. Alors, vous avez compris que du coup, le déterminant de ces temps-là, c'est le volume courant, c'est le débit, c'est le temps d'insufflation. C'est aussi, donc pour le TI, c'est ça.
Le TE va dépendre finalement de la fréquence. Ici, j'ai 16 par minute. Donc, si on divise 60 secondes par 16, ça vous détermine le temps total d'un cycle avant que le respirateur pousse le cycle suivant. Et donc, le temps total d'un cycle moins le temps inspiratoire, ça vous donne le temps expiratoire. Et si je fais le rapport de l'un sur l'autre, ben, j'ai le fameux I sur E, le rapport I sur E. Et donc, en fait, tous ces paramètres sont un peu interdépendants. On règle toujours la fréquence, on règle toujours le volume courant, mais après, entre le temps de pause, le TI, le I sur E et le débit, et bien sur votre respirateur, vous allez voir, vous pouvez essayer dans le service, c'est imparable, vous allez en régler 3, et le quatrième va être dépendant de vos autres réglages. Et en fonction de comment vous avez demandé au constructeur de paramétrer votre respirateur dans votre service, vous allez plutôt régler le débit, le I sur E et le temps de pause, et à ce moment-là, c'est le TI que vous ne réglerez pas. Ou alors, vous allez demander, par exemple, dans l'exemple ici, on règle le TI, le débit, le temps inspiratoire, donc le temps de pause, et c'est le I sur E qu'on ne règle pas. Et donc, vous voyez, en fonction de ce que vous préférez et ce que les médecins du service préfèrent régler et surveiller, vous avez la possibilité comme ça de changer les différents paramètres à régler. Donc là, je reprends un petit peu l'exemple que je vous ai donné. 16 par minute, ça fait 3,75 secondes pour chaque cycle. Si le TI, c'est 1,2 secondes, eh ben, je fais 3,75 moins 1,2, c'est-à-dire que le TE, le temps expiratoire, c'est 2,55. Donc on l'a dit, à 1 litre seconde à 60 litres minute, le temps d'insufflation du volume courant, c'est 0,5 secondes. Et donc le temps de plateau, c'est 0,7 secondes. Et donc là, ici, vous avez tous les déterminants du temps. Et le I sur E, bah, ça va être 1 sur 1,2 divisé par 2,55 ici. Je ne le règle pas. Il va donc falloir que je le surveille. Et s'il ne convient pas à ce que je veux pour mon malade, il va falloir que je joue dans cet exemple ici, par exemple, en baissant ou en augmentant le bouton temps inspiratoire. La dernière chose qu'on va régler, eh bien, c'est l'AFiO2. Ça, c'est relativement facile. C'est la quantité d'oxygène dans le mélange gazeux qu'on envoie dans les voies aériennes du malade. Et la fameuse PEP dont on a déjà parlé dans l'exemple ici qui est à 0. Alors, les valeurs habituelles de réglage, on est quand même maintenant à peu près convaincu que quel que soit le patient qu'on a en réanimation, il lui faut un volume courant entre 6 et 8 millilitres par kilo de poids idéal théorique. Plutôt plus précis si votre patient a un SDRA, et puis 6 à 8 pour tous les autres malades. Et j'insiste sur le fait que c'est du poids idéal théorique. Vous aurez les autres topos, et notamment le topo de Christophe Quesnel sur le SDRA, et il en reparlera, j'en suis sûr. Mais c'est donc bien du poids idéal théorique. Hein. On essaye de faire rentrer un contenu dans un contenant. Le contenant, c'est la taille de vos poumons, votre nombre d'alvéoles, et celui-là, il dépend de votre taille en centimètres et pas de votre poids réel. Hein, si aujourd'hui, j'ai un certain poids et que demain, Dieu m'en garde, je le double, je deviens 2 fois plus gros, eh bien, je n'aurai pas changé la taille de mes poumons. Ils seront fixés et ils dépendront de ma taille en centimètres. Et donc, on se met bien sur le poids idéal théorique, qui dépend de la taille. Vous avez des tables de conversion, des abacs, vous trouvez ça partout en ligne maintenant, qui vous dit pour un homme ou pour une femme, ça dépend aussi du sexe, en fonction de sa taille, son poids idéal théorique et de temps. Et donc à ce moment-là, on fait 6, 7 ou 8 fois le poids idéal théorique et ça nous donne le volume courant qu'on veut mettre chez le malade. Il y a une formule assez simple. Hein. Chez l'homme, vous prenez la taille en centimètres moins 100. Donc si vous faites 1,75 m, on va considérer que votre poids idéal théorique est aux alentours de 75 kg. Et chez la femme, c'est moins 110. Donc si vous faites 1,75 m, votre poids idéal théorique sera plutôt aux alentours de 65 kg. Et donc vous faites après x6, x7, x8 millilitres et vous avez le volume courant qui correspond donc à 6 à 8 ml kg de poids idéal théorique. La fréquence respiratoire, il n'y a pas de valeur magique. En général, c'est assez rare de descendre en dessous de 12, c'est assez rare de monter au-dessus de 25. On peut être amené à faire l'un ou l'autre dans des conditions un peu exceptionnelles, mais globalement, le range de fréquence respiratoire se règle là et on essaie de régler ça sur notamment la CAPNI, puisque plus vous augmentez la fréquence, plus vous allez augmenter la ventilation alvéolaire et donc faire baisser la PCO2 et vice-versa. Donc ça, c'est des réglages un petit peu qui se font sur la PCO2. La PEP, donc je vous l'ai dit, on met un seuil minimal à 5 à peu près à tout le monde maintenant et on peut être amené à l'augmenter. Plus le poumon est malade, plus il va avoir tendance à s'atelectasier, à pas garder l'air et à collaber ses alvéoles à la fin de l'expiration. Et donc plus on va être obligé d'augmenter la pression d'expiration positive pour faire ce qu'on appelle du recrutement alvéolaire, ou en tout cas prévenir le dérecrutement, prévenir l'atelectasie des alvéoles, les alvéoles qui se tassent sur elles-mêmes. Et donc ça, c'est pareil, le réglage de la PEP, c'est assez complexe. C'est vraiment du ressort médical et c'est des choses vraiment pas simples pour lesquelles on n'a pas encore d'outils parfaits. Mais globalement, le range habituel est entre 5 et 15. C'est assez rare de devoir faire plus que 15. Vous avez eu en plus, rappelez-vous, les différents déterminants. Si vous montez déjà la pression de départ au-dessus de 15, eh bien, vous décalez toutes les pressions vers le haut. Et donc, si vous montez à plus de 15 parce que le poumon est malade, il n'est pas très compliant.
Du coup, la pression élastique va être importante. Et attention, si vous êtes à plus de 15 de PEP et avec une pression élastique qui est élevée, vous vous approchez dangereusement du niveau de pression de plateau qui risque de créer des lésions de barotraumatisme dans les alvéoles. Je ne vous l'ai pas encore dit. Vous le reverrez probablement aussi sur le cours sur le SDRA. Mais cette pression de plateau, on essaie de faire en sorte qu'elle ne dépasse pas 30 cm d'eau. C'est la pression au-delà de laquelle il y a un risque de lésion des alvéoles induite par la ventilation artificielle. Le débit 60 litres minute, c'est bien pour deux raisons. D'une part, ça correspond à peu près au débit physiologique. Et puis d'autre part, je vous l'ai dit, quand on divise et quand on fait un petit peu des calculs, ça correspond à 1 litre par seconde, ce qui est donc toujours beaucoup plus simple. La FiO2, 25, voire même 21%. En fait, on pourrait descendre de 21%. Si quelqu'un n'est pas du tout hypoxémique et qu'il a une PO2 normale, on peut descendre à 21%, qui est la FiO2 de l'air qu'on respire, vous et moi, dans l'air ambiant. Et puis, on peut aller jusqu'à 100% si le malade est furieusement hypoxémique et très malade de son poumon. Et on ne peut malheureusement pas tourner le bouton au-delà. Le rapport I sur E, le temps entre le temps laissé à l'inspiration et à l'expiration dans le cycle, en général, est autour de 1 sur 2 à 1 sur 3. C'est un peu ce qu'on fait nous aussi. On a un temps inspiratoire qui est la moitié de notre temps expiratoire. On fait avec une expiration qui représente bien 2 à 3 fois le temps de l'inspiration. On peut être amené aussi à changer un petit peu ces réglages-là, notamment si le patient a des difficultés expiratoires, s'il est bronchopathe, s'il est en crise d'asthme, si ça génère en fait ce qu'on appelle un trapping dynamique, c'est-à-dire que l'expiration n'étant pas assez longue, il n'a pas le temps de sortir tout l'air qu'il a eu à l'insufflation, et donc ça va générer une augmentation des pressions, ce qu'on appelle de l'autopep, de la PEP intrinsèque, mais là c'est un petit peu compliqué, et on peut être amené, sachez-le, du coup, à jouer sur ces temps-là, mais ça sera toujours aussi de la prescription médicale. Et enfin, le trigger inspiratoire. Le trigger inspiratoire, on en a parlé, c'est le seuil à partir duquel il y a un déclenchement du cycle généré par le malade. Eh bien, on essaye de le mettre le plus bas possible parce que ça ne sert à rien de demander au malade un effort surhumain pour pouvoir déclencher un cycle. S'il a envie de déclencher un cycle, il faut qu'il le fasse. La seule limite, c'est qu'il n'y ait pas d'auto-déclenchement. On y viendra dans la dernière partie du topo. Deuxième mode, on va y passer un petit peu moins de temps, mais deuxième mode important, puisqu'avec ça, on va permettre de progresser vers le sevrage de la respiration dans l'immense majorité des cas et chez l'immense majorité des patients, c'est ce qu'on appelle la VSAI, la ventilation spontanée avec une aide inspiratoire. Cette fois-ci, la contrainte réglée sur le ventilateur n'est plus un volume, c'est une pression. Et c'est un mode 100% assisté, il n'y a plus de fréquence fixe. La fréquence que va faire le ventilateur, c'est la fréquence que va demander le patient. Comment ça se passe ? Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fréquence fixe. Donc, tout cycle démarre par un effort du malade qui dépasse le trigger inspiratoire. Sinon, il n'y a pas de cycle. C'est simple. Quand l'effort inspiratoire du malade déclenche le respirateur parce que ça dépasse la valeur du trigger inspiratoire, on l'a dit, le mode est un mode en pression. Cette fois-ci, c'est la pression qui est réglée. Par exemple, ici, dans mon exemple, je suis aux alentours de peut-être 17-18 cm d'eau. Ça me génère donc une pression carrée. Et pour faire une pression carrée, cette fois-ci, le débit n'est plus constant. Le débit est ce qu'on appelle décélérant, c'est-à-dire il passe par un maximum et il diminue au cours du cycle. On le comprend bien. Quand les poumons sont vides d'air, en dehors de la petite quantité qui sert à maintenir les alvéoles ouvertes en fin d'expiration, quand le ballon de baudruche est vide, pour mettre 15 cm d'eau ou 18 cm d'eau de pression dans mon exemple ici, au début, comme il n'y a pas du tout d'air, il faut que je pousse très fort pour générer cette pression. Et plus le ballon va se remplir, plus la partie de pression qui est liée à la pression élastique, qui est liée au fait qu'il y a du volume dans le ballon, plus j'en mets, plus cette pression élastique augmente. Et donc, plus la pression que doit rajouter le respirateur diminue, et donc plus le débit avec lequel il pousse de l'air dans le ballon diminue, pour arriver même, on pourrait imaginer un stade à la fin, où la pression est à 100% assurée par le volume courant que vous avez mis dedans, lié à la compliance, vous avez mis X millilitres, et ça vous génère 18 cm d'eau de pression, et donc le respirateur n'a plus besoin de pousser rien du tout, le débit inspiratoire est à 0, et vous avez vos 18 cm d'eau qui sont votre consigne. Donc, dans ces modes-là, pour maintenir une pression constante au cours du temps, le débit est maximal au départ quand il n'y a pas d'air dans le système et il diminue au cours du temps. Plus il y a d'air qui rentre dans le poumon et plus la partie élastique de la pression augmentant et donc plus la composante élastique assurant une part importante dans votre consigne réglée. Voilà, j'espère avoir été clair. Et puis lorsqu'on est, et rappelez-vous, c'était une consigne de cyclage en débit, à un certain pourcentage du débit maximal, qu'on appelle le trigger expiratoire, eh bien c'est le signal pour le respirateur de déclencher l'expiration, il ferme la valve inspiratoire, il ouvre la valve expiratoire et le malade expire de façon passive. Et puis c'est reparti au cycle suivant, quand le patient le décide et qu'il fait un effort inspiratoire.
Voilà comment ça se traduit sur le respirateur. Vous avez donc en bas là, toujours la courbe de débit et vous voyez qu'elle est bien décélérante. Elle passe par un maximum et elle diminue jusqu'à une certaine valeur, peut-être ici 25%, je dirais comme ça grossièrement, de la valeur inspiratoire maximale qui est le signal pour cycler et passer à l'expiration. Et sur la courbe de pression en haut, vous avez donc cette courbe en pression qui cette fois-ci, c'est la pression qui est carrée, qui est constante. Et avant chaque cycle, ici représenté par les flèches rouges, cette petite dépression qui fait que c'est l'effort du malade qui déclenche le cycle. Les respirateurs aiment bien mettre aussi, comme ici par exemple en haut, le petit symbole des poumons jaunes qui clignotent, qui témoigne qu'en fait c'est un cycle assisté pris par le malade et non pas imposé par la machine. Alors qu'est-ce qu'on règle là-dessus? Vous voyez que les réglages sont beaucoup plus simples. On va régler toujours notre FiO2, ça ne change pas. Toujours notre PEP, ça ne change pas. Et les deux réglages qu'on va avoir dans les réglages principaux ici sur cette interface, mais c'est globalement le cas pour toutes les interfaces, ça va être la pression d'aide inspiratoire, PAI, c'est la pression d'assistance, qui est donc en gros le niveau de pression que vous voulez, avec lequel vous voulez aider le malade au-dessus de la PEP lorsque le respirateur détecte qu'il y a un effort. Ici, dans l'exemple, c'est 14. Et donc, on doit bien arriver, si la machine fonctionne correctement, à un niveau de pressurisation de PEP 5 plus 14 d'aide, 19 cm d'eau quand le malade déclenche. Vous voyez que sur la courbe, c'est à peu près ce qu'on a. On est juste en dessous du 20 sur le graphique et quand on va sur les paramètres de surveillance à droite, vous voyez P crête 19, donc on est exactement où il faut. C'est bon, la machine marche bien, elle délivre bien 14 cm d'eau en plus d'une PEP à 5 quand le malade déclenche. Et puis le deuxième réglage qui est au-dessus, qui est en fait ce qu'on appelle la pente, c'est-à-dire la pente de la montée en pression. Vous voyez que la montée en pression ne fait pas exactement un créneau de château fort, la montée est très légèrement pentue, elle n'est pas complètement verticale, elle est un petit peu en pente comme ça, c'est-à-dire que le respirateur met un petit peu de temps à atteindre la consigne de pression réglée. On a intérêt en ventilation à mettre la pente la plus raide possible. Globalement, on met la pente à zéro, on met la pente le plus raide possible, sauf chez les malades qui ne vont pas supporter cette montée en pression assez rapide, mais finalement, ce n'est pas beaucoup de patients. Mais on met la pente la plus raide possible parce que dans ce mode-là, en fait, quand le respirateur détecte l'effort inspiratoire du malade parce que cet effort a dépassé le trigger inspiratoire, eh bien, on est déjà très en retard en termes de temps sur le signal qui vient du tronc cérébral du malade qui lui disait qu'il avait besoin de respirer. Il a fallu que ça génère le message qu'il a envie de respirer, que ça chemine dans les nerfs phréniques, que ça fasse contracter le diaphragme, que cette contraction du diaphragme génère une petite dépression, que cette petite dépression atteigne le trigger inspiratoire, qu'elle soit détectée par le respirateur et que le respirateur commence à pressuriser. Et vous voyez donc qu'en termes de millisecondes, on est déjà bien au-delà du signal cortical, enfin du signal du tronc cérébral du malade. Et donc, autant ne pas en plus mettre une pente un peu plate comme ça qui va faire que le temps de monter en pression est long et que pendant ce temps-là, le malade, ça fait quelques centaines de millisecondes qu'il avait déjà envie de respirer et qu'il ne voit toujours pas l'air arriver. Donc, on essaie de mettre la pente la plus raide, sauf chez les quelques malades, mais ce n'est pas beaucoup, qui ne vont pas supporter cette montée brutale en pression. Les valeurs habituelles, une pression d'aide inspiratoire entre 8 et 20. Encore une fois, c'est des valeurs habituelles. Au-delà de 20, ça fait un très haut niveau d'assistance pour que le malade génère un volume courant correct. Donc, ça veut dire quand même que globalement, il faut pousser très fort dans le système. Ça peut témoigner du fait que le malade fait vraiment des efforts tout petits ou que la compliance des poumons du malade n'est pas encore tellement améliorée, que les poumons ne sont pas encore complètement guéris et que pour lui faire un volume courant satisfaisant, il faut pousser avec un très fort niveau de pression. Donc, on peut imaginer laisser ça comme ça, mais il faut vraiment se poser la question si en fait c'est vraiment un bon moment pour essayer de sevrer le patient du respirateur. Et puis en dessous du 8, on peut aussi, si le malade est vraiment parfaitement réveillé, ses poumons ont une compliance vraiment très bonne, il respire vraiment très bien, il respire très fort, et donc il y a vraiment besoin de l'aider un tout petit peu, voire même l'aider pas du tout pour générer le 6 à 8 ml/kg de volume courant qu'on veut. Mais à ce moment-là, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas carrément extuber le patient, le sevrer du ventilateur, puisque peut-être qu'il arrive à faire les volumes courant tout seul, sans aide et sans niveau d'assistance de la part de la machine. Donc, vous l'avez compris, hein, et on y reviendra quand on parlera de la surveillance. Dans ces modes-là, comme la consigne réglée est une pression, il va falloir que je surveille le volume, alors que dans le mode qu'on a vu tout à l'heure de VAC en volume contrôlé, la consigne était un volume, et grâce aux courbes notamment, on surveillait les pressions. Ça, c'est extrêmement important. Dans les modes en pression, je dois surveiller le volume. Dans les modes en volume, je dois surveiller la pression. Car vous l'avez vu, dans ce mode-là, vous réglez la pression d'assistance, mais à aucun moment vous contrôlez le volume. Et je vous rappelle qu'il y a toujours la pression résistive, il y a toujours la pression élastique, etc. Et que si par exemple la sonde s'encrasse, le malade mord la sonde,
eh ben, il va toujours, le respirateur, vous délivrer, comme dans notre exemple, 18 centimètres d'eau, sauf que c'est la partie résistive qui va tout encaisser. La pression élastique ne va rien prendre et vous allez avoir des volumes courants tout petits avec des malades qui peuvent faire des arrêts cardiaques hypoxémiques parce que simplement ils ne ventilent plus, parce que la part de la pression que vous avez réglée est prise uniquement par de la pression résistive, par exemple. Donc attention, je le répète, dans les modes en pression, on surveille le volume, dans les modes en volume, on surveille la pression, c'est extrêmement important. Et donc, dans ces modes-là, où on règle la pression, c'est ce que je vous dis, le volume courant va dépendre donc, de la mécanique respiratoire du patient, de sa compliance, etc., des autres réglages que vous avez faits, mais là, c'est un petit peu compliqué, et puis des efforts inspirateurs du patient. Plus il tire fort pour vous aider, bah, finalement, plus les deux pressions vont s'ajouter, et plus ça va générer du volume courant dans le patient. La PEP 5 à 10, habituellement, je ne suis pas monté jusqu'à 15 comme tout à l'heure, parce que vraiment, il faut se poser la question d'un malade qui sera entre 10 et 15, voire au-dessus de 15 de PEP. C'est qu'a priori, le poumon, il n'est pas encore réparé, il n'est pas encore guéri, et donc c'est peut-être pas le moment de mettre le malade en aide inspiratoire. En tout cas, quand on passe en aide inspiratoire parce que le poumon s'est suffisamment amélioré pour qu'on envisage de sevrer le malade, bah, probablement qu'il s'est suffisamment amélioré et qu'il n'a plus besoin d'aussi haut niveau de pression d'expiration positive. La pente, je vous l'ai dit, le plus raide possible, entre 0 et 0,2. Alors, il y a des respirateurs, on ne règle pas comme ça des niveaux d'accélération, c'est en cran, enfin bref, peu importe, quel que soit le ventilateur que vous utilisiez chez vous, la pente la plus raide, sauf chez les quelques malades qui ne sont pas fréquents, qui ne vont pas supporter cette montée en pression. La FiO2, j'ai mis la même borne basse que tout à l'heure, mais on pourrait discuter de mettre 21. Et j'ai mis une borne haute plus basse à nouveau parce que le malade qui est encore en 90% d'FiO2, je pense qu'il est encore suffisamment malade pour ne pas se poser la question de le sevrer et de le passer dans un mode avec aide inspiratoire. Mais on peut en discuter au cas par cas. Le trigger inspiratoire à nouveau le plus bas possible. Ça ne sert à rien de demander au malade de faire un énorme effort pour déclencher le respirateur pour avoir un cycle assisté. Le plus bas possible qui ne génère pas d'autodéclenchement, on va en parler un petit peu. Et puis le fameux trigger expiratoire, ce pourcentage du débit inspiratoire maximal qui va déclencher l'expiration, en règle générale, il est bien de vérifier qu'il est réglé entre 20 et 30%. On règle par défaut souvent 25%. Et on peut être amené à le modifier chez certains types de patients, mais là, on est un petit peu au-delà des objectifs du topo aujourd'hui. Alors, en quelques mots, juste, je vous cite les autres modes ventilatoires pour que vous sachiez qu'ils existent avant de parler de la surveillance. De la même façon qu'on a parlé de VAC en volume contrôlé, bah, sachez qu'il existe de la VAC en pression contrôlée. C'est pareil, c'est assisté contrôlé, mais la consigne appliquée est une pression constante, donc un débit décélérant, et un cyclage sur un temps. Et donc vous avez ici finalement un débit décélérant, une pression carrée. Ça ressemble beaucoup à de l'aide inspiratoire, mais c'est assisté contrôlé, donc on règle une fréquence machine et possibilité pour le patient de faire des cycles supplémentaires. Alors à quoi ça sert? En fait, il n'y a aucun avantage réellement démontré par rapport à la VAC en volume contrôlé. On a pu penser un certain temps que comme on réglait une pression qui était la consigne, une pression, on n'allait donc pas dépasser la pression de 30 cm d'eau qui est barotraumatique. Et on se disait donc qu'en mettant moins de 30 de pression de consigne, je suis sûr que je ne serai jamais barotraumatique. Donc c'est mieux que la VAC en volume contrôlé où on peut dépasser ça. Eh bien en fait non, c'est pas tout à fait vrai parce que la pression que le respirateur génère n'est pas forcément égale à la pression qui est dans l'alvéole des malades. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est un brin complexe aussi, mais en fait, ça ne protège pas plus du barotraumatisme. Et en plus, comme vous êtes dans un mode où la pression est constante, vous ne surveillez pas la pression de plateau, qui est le reflet direct de la pression élastique, comme vous le rappelez avec les 3 niveaux de pression sur les courbes. Donc, on ne peut même pas la surveiller. Donc, on pense qu'on n'est pas barotraumatique, mais ce n'est pas sûr. Et on n'a pas l'outil de mesure qui permet de vérifier qu'en fait, on n'est pas barotraumatique. Donc, ce n'est pas forcément super. Et puis, on est dans un mode en pression. Donc, je ne contrôle pas le volume, je vous le rappelle, mode en pression égale surveillance du volume, mais je ne le contrôle pas. Or, on sait, surtout dans le SDRA, que 6 ml/kg de poids idéal théorique de VT, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, sinon on a ce qu'on appelle le volotraumatisme, c'est-à-dire trop de volume dans un poumon malade, et là, on pète tout. Et là, dans un mode en pression, je ne le contrôle pas, ça. Donc, pas vraiment de grand intérêt démontré. Après, vous avez peut-être entendu parler de BIPAP et d'APRV, qui sont finalement des modes similaires, qui sont des modes dans lesquels on va faire varier la pression des voies aériennes entre 2 niveaux de pression, une pression basse et une pression haute, et à une fréquence fixe réglée. Et on va laisser la possibilité au malade de faire les cycles spontanés quand il veut, qu'il soit aidé avec une aide inspiratoire ou non. Alors, ça a plein de noms en fonction du constructeur, mais c'est la même chose. On dit un peu, les modes sont les mêmes, mais on dit par définition que la BIPAP, le temps que vous allez passer sur la pression haute est plus court que le temps que vous allez passer sur la pression basse. Donc, ça ressemble un petit peu à de la pression contrôlée avec un I plus court que le E.
Et la PRV, c'est l'inverse. Vous allez passer un temps sur la pression haute plus long que le temps sur la pression basse. Je vais vous montrer un schéma. Voilà de la BiPAP. J'ai un certain temps courbe du bas où je passe du temps au-dessus d'une pression haute et un certain temps qui est plus long par définition dans la BiPAP, pendant lequel je suis sur le temps de pression basse. Et puis, vous voyez que le malade, il peut faire plein de petits cycles supplémentaires quand il veut, mais j'insiste sur le quand il veut. Ça peut être sur le temps bas qui correspond un peu à une expiration, mais ça peut aussi être sur le temps haut qui correspond à une insufflation. Et donc, si là, vous avez mis une aide inspiratoire en plus pour aider le malade sur ces cycles spontanés, attention, parce que si vous êtes en bas, finalement, ça va faire un cycle assisté en plus des cycles contrôlés dans une espèce de mode en pression contrôlée. OK. Mais si vous êtes en haut, vous allez avoir un volume déjà généré par le fait d'être sur le temps haut, plus un volume supplémentaire généré par le cycle assisté du malade. Et là, en général, on atteint des volumes très importants qui sont dangereux et qui abîment le poumon. Et puis la PRV, vous voyez, c'est la même chose, mais la seule chose, c'est qu'on est sur un temps de pression haut plus long que le temps de pression bas. La PRV, vous pouvez le voir utilisé notamment chez les patients qui sont sous ECMO, qui ont le poumon tellement malade qu'on leur met en place une assistance de type ECMO, CEC, on vous en reparlerait. On vous en reparlera sur le cours sur le SDRA. Et pour laisser le patient ventiler quand même en toute sécurité, tirer un peu sur son diaphragme, on met ces modes-là. On met des temps de pression haute avec des niveaux de pression bas. De toute façon, ce n'est pas le poumon du malade qui lui sert à ventiler, c'est l'ECMO. Et donc, comme ça, on fait gonfler, dégonfler le poumon avec des temps hauts plus longs, à des très basses fréquences par minute. Et pendant ce temps-là, on laisse le malade tirer un peu sur son diaphragme s'il veut, sans assistance. Alors, à quoi ça sert ces modes-là? Il a été décrit de meilleure tolérance hémodynamique puisque le patient faisait des efforts inspiratoires. Bon, ok. Mais globalement, ça n'a pas d'intérêt démontré supérieur à la vague VC chez la majorité des patients. Je vous dis, on va utiliser la PRV chez les malades sous ECMO. C'est un peu une pratique un peu maintenant habituelle. Et la BiPAP, en fait, il ne faut pas l'utiliser. Avant-dernier mode, la NAVA. Alors ça, c'est un mode qui ressemble à de la ventilation en aide inspiratoire. C'est de la VSAI. Sauf que le paramètre qui va faire déclencher le respirateur, ce n'est pas cette petite dépression qui dépasse le trigger inspiratoire, mais c'est la détection grâce à une sonde gastrique particulière qui contient une électrode du passage de l'influx nerveux dans les nerfs phréniques et jusqu'au diaphragme. D'accord? Donc, c'est de la ventilation spontanée avec aide inspiratoire, mais qui est déclenchée non pas par la dépression liée à la contraction du diaphragme et à l'effort du malade, mais plus en amont dans le cycle, au moment où les signaux électriques passent dans les nerfs phréniques du patient. Voilà. Et donc, pour ça, il faut mettre en place une sonde gastrique spéciale qui contient l'électrode. Et on règle cette fois-ci un niveau d'assistance qui n'est donc pas en centimètres d'eau tout court, mais qui va être proportionnel à la force du message nerveux. C'est aussi le deuxième intérêt, c'est que si le malade veut respirer fort, il va mettre beaucoup de microvolts dans ses nerfs phréniques, et donc on va l'aider beaucoup, alors que s'il peut respirer moins fort, etc. Voilà, vous avez compris. Et donc voilà, en gros, ça ressemble à de l'aide inspiratoire, mais c'est beaucoup plus synchronisé. Ici, vous avez tout en bas en microvolts le signal dans les nerfs phréniques, et vous voyez que le cycle commence dès que le message nerveux passe. Donc là, on est en retard beaucoup moins par rapport au signal du tronc cérébral. Et donc, ça peut permettre chez des patients qui ont des sevrages compliqués, chez qui on n'arrive pas à adapter le malade, adapter le respirateur au malade parce qu'on est en retard par rapport à son signal cérébral, de se réaligner, de se rephaser un petit peu plus. Ça a une meilleure synchronisation. Mais est-ce que c'est un intérêt pour tous les malades? On n'est quand même pas bien sûr. Et il y a maintenant une étude multicentrique française qui a quelques années, mais qui regardait que quand on comparait donc en courbe verte, PSV, c'est la VSAI en anglais, Pressure Support Ventilation, au mode NAVA, Neurally Adjust Ventilatory Assist, eh bien, vous voyez ici qu'était le pourcentage de patients qui restaient branchés au respirateur, eh ben, les deux courbes étaient exactement superposables. Il n'y a pas de significativité de cette petite différence visuelle entre les deux courbes. Donc finalement, quand on prend tous les malades, des malades tout venant, on ne sèvre pas plus vite du respirateur les malades avec la NAVA par rapport à la VSN. Ça peut avoir un intérêt chez quelques malades de niche ou des patients un peu qui ont des pathologies neurologiques, quoi. Voilà. Il y a moins d'insynchronie avec la NAVA, forcément, puisqu'on se règle sur le signal nerveux dans les nerfs phréniques. Donc, c'est mieux pour les synchronies. Les asynchronies du patient ventilateur, le respirateur colle mieux à ce que demande vraiment le malade, mais on ne sèvre pas le malade plus vite. Et puis, vous aviez ici aussi le taux d'extubation réussi, qui était exactement le même entre les deux, et le nombre de jours après l'application du mode où vous respiriez sans aucune assistance, qui était aussi exactement pareil. Donc, moins d'insynchronie entre le patient et le ventilateur, mais
dans une population non sélectionnée tout venant, pas d'intérêt sur la durée de sevrage ventilatoire ou la réussite de l'extubation. Et puis, dernier mode donc, on va détailler, qui est un mode un peu confidentiel en France, qui s'appelle la PAV, la Proportional Assist Ventilation. C'est de la ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Mais dans ce mode-là, au lieu d'avoir un niveau d'aide fixe, 18 cm d'eau, et quel que soit l'effort du malade, c'est 18 cm d'eau, parce que le respirateur, on lui a dit de faire 18 cm d'eau quand il détectait que l'effort dépassait le trigger inspiratoire. Et bien dans ce mode-là, le niveau d'aide va être dépendant de l'effort du patient. Ce qui sous-tend ça, c'est que quand un patient a du mal à respirer, qu'il est en train de désadapter, que les premiers signes de détresse respiratoire apparaissent, eh bien, il va faire des efforts inspiratoires plus grands. Forcément, vous respirez là relativement calmement, vous faites des petits efforts. Si je vous fais respirer à travers une paille pour mimer une détresse respiratoire, vous allez générer des plus grands efforts pour vous assurer le volume courant. Et donc, la machine va détecter que l'effort inspiratoire est plus grand. Et donc, de façon proportionnelle, c'est le nom du mode, elle va donner une compensation, un niveau de support plus élevé parce qu'elle se dit le malade tire plus, il a donc besoin de plus d'aide. Et si à l'inverse, le malade respire très calmement avec des niveaux d'aide, enfin d'effort inspiratoire plus bas, eh ben, elle va l'aider moins parce qu'il respire calmement. Et donc ça donne des choses comme ça. Vous voyez que le volume peut varier et en fonction de l'importance de l'effort, le niveau de pression en haut, le niveau de support en pression va changer d'un cycle à l'autre. Par rapport au premier cycle, le deuxième est augmenté parce que l'effort du malade était plus élevé. Et le troisième cycle, par rapport au premier, le niveau d'aide est baissé parce que le niveau d'effort du malade était baissé. Alors, est-ce que ça c'est bien? Ça a démontré que ça donne un meilleur confort au patient, c'est un peu plus fidèle, un peu plus physiologique à ce que fait le patient, ça lui permet aussi de mieux dormir en réanimation, mais en tout cas sur des critères un peu plus durs que sont la durée de sevrage, la durée de ventilation, la durée de séjour en réanimation, il n'y a pas de différence par rapport à l'aide inspiratoire. Donc si vous avez un respirateur qui le fait et que vous en avez l'habitude, pourquoi pas, mais ça ne justifie pas demain de changer tous les respirateurs de votre réa pour avoir ce mode-là. Ça, c'était une étude clinique qui montrait qu'il n'y avait pas de différence de temps de sevrage en dehors, dans cette étude chez les patients un peu bronchopathes, d'un petit peu moins de temps en réanimation, mais c'était une population sélectionnée, puis de petit effectif, hein, vous voyez 27 malades versus 23 malades, de population sélectionnée qui avaient des comorbidités particulières. Alors, excusez-moi, il restait encore un mode qui est donc ce qu'on appelle l'adaptative support ventilation chez Hamilton. Donc ça, c'est un mode, alors là, pour le coup, qui ressemble plus du tout au précédent. C'est un mode dans lequel, donc c'est de la pression, mais vous, ce que vous allez régler, c'est un volume minute cible. Vous voulez que, à cause de la capnie de votre patient, vous voulez un volume minute, on reprend un exemple d'une diapo précédente, à 8 litres minute. Et vous savez que pour faire 8 litres minute, c'est le produit du volume courant fois la fréquence. Et en fait, on sait depuis des travaux physiologiques qui ont maintenant de nombreuses années, qui, vous voyez, sont ici assez complexes et bon, qui sont sans grand intérêt pour la pratique quotidienne. Mais néanmoins, on sait que pour générer 8 litres minute, alors on peut faire 1 litre 8 fois par minute, ou on peut faire, vous voyez, il y a de nombreux produits qui existent, hein, on peut faire 500 millilitres 16 fois par minute, etc. Et pour le patient, ça ne nécessite pas le même travail de ses muscles respiratoires, la même force, la même consommation d'énergie de faire 1 litre 8 fois par minute ou par exemple 100 millilitres 80 fois par minute. Et dans ces modes-là, vous vous dites, moi je m'en fiche, je veux 8 litres minute. Et en fonction des caractéristiques du poumon du malade, de sa compliance, de la résistance mesurée par le respirateur se charge de faire le meilleur produit fréquence fois volume courant en fonction de ce qu'il mesure chez le malade. Et donc, vous voyez comment ça se passe. On règle un volume minute cible. Il va essayer de ramener toujours le volume minute du malade sur la cible que vous avez réglée. Et il va gérer tout seul. Je monte la pression inspiratoire pour faire plus de volume, ou je monte la fréquence respiratoire pour faire plus de volume minute en baissant la pression, etc. Il va jouer lui-même sur ce couple pression inspiratoire, donc volume courant, et fréquence respi, pour arriver au volume minute que vous lui avez demandé, mais pour que ça demande le moins d'effort au patient. Alors, ça peut paraître super, néanmoins, moi j'ai vu des patients ventilés en ASV qui avaient des choses complètement farfelues, qui probablement demandaient moins de travail au système respiratoire du patient, mais où on ventilait des patients en SDRA à 1 litre fois 8 par minute. Et donc, bon, il faut un petit peu borner ça avec les alarmes, clairement. Aujourd'hui, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ventiler le patient de façon un petit peu plus automatique. Alors, ça sonne beaucoup moins le respirateur comme ça, hein, parce que finalement, il s'adapte un petit peu tout seul. Mais donc je vous ai dit un petit peu attention à ce que fait la machine derrière. Vous avez vu qu'à ce moment-là, les réglages, il reste la FiO2, la PEP,
Et puis, vous réglez un pourcentage du volume minute que vous vous donnez. Vous en voulez plus s'il y a de l'hypercapnie, vous en voulez moins s'il y a de l'hypocapnie, et la machine se débrouille. OK. Alors, il y a des meilleures interactions patient-ventilateur. Comme je vous le disais, on touche beaucoup moins au respirateur et ça sonne moins. En fonction des études, les paramètres d'oxygénation peuvent être un peu ou pas améliorés, ce n'est pas constant. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pareil, il est fait discuter sur le sevrage de la ventilation mécanique. Quand vous êtes dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'infirmières, encore moins de docteurs, et que personne touche au respirateur entre le matin 8 h et le soir 22 h, bah, un mode comme ça qui se pilote tout seul a probablement un intérêt pour diminuer la durée du sevrage ventilatoire. Mais si on est dans un pays et dans des réanimations comme chez nous et auxquelles vous appartenez et où vous êtes en première ligne et où vous vous formez et où on vous délègue un certain nombre de choses pour le sevrage, on y viendra sur le cours sur le sevrage, et bah, finalement les infirmières font, et c'est heureux, aussi bien, voire peut-être même mieux dans la surveillance que ce mode-là. Et dans ces conditions-là, ce mode-là n'apporte pas grand-chose. Alors, on finit avec la surveillance de la ventilation. Les 4 grands principes de cette surveillance, c'est qu'il va vous falloir surveiller le patient, le scope, les paramètres que vous avez réglés et les paramètres mesurés par la machine. Et puis, après ce cours-là, j'espère, les courbes. Regardez les courbes. Le patient, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder comment il respire. Est-ce qu'il respire de façon calme? Est-ce qu'il est polypnéique? Est-ce qu'il balance? Est-ce qu'il est en sueur? Est-ce qu'il tire pour respirer? Finalement, les paramètres de détresse respiratoire. Ce n'est pas parce que le patient est ventilé par un respirateur qu'il ne faut pas qu'on le regarde lui, parce qu'il peut être en aide inspiratoire avec un super scope, un super écran de ventilateur, mais derrière, quand vous soulevez le drap, il est en train de tirer, de balancer, il n'est pas bien, il est tout en sueur. Manifestement, il va falloir qu'on fasse quelque chose, même si l'écran du respirateur est parfait. On va regarder son ampliation thoracique. Est-ce que les deux hémithorax se gonflent bien de la même façon? Est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'il n'est pas en train de générer des très grosses dépressions ou au contraire qu'il respire de façon extrêmement superficielle comme ça et c'est souvent accompagné d'une polypnée? Et puis l'adaptation au respirateur. Est-ce que quand le respirateur déclenche ses cycles, on a l'impression que le malade finalement est plutôt satisfait et respire calmement, ou est-ce qu'il y a une espèce de bloc-nez? Est-ce que ça lui donne le hoquet? Est-ce que voire même il grimace? Est-ce qu'en gros, on est en train de régler bien le ventilateur, mais d'adapter le patient au ventilateur et non pas le ventilateur au patient? Et ça, c'est quand même une grosse erreur, hein. On ne s'adapte pas à un malade parce qu'il n'est pas adapté à la machine, on essaye par tous les moyens avant d'adapter la machine à ce que demande le patient. Est-ce qu'on regarde s'il a bien ses efforts respiratoires visibles? Et puis, n'oubliez pas la sonde, hein, les sécrétions. Et maintenant, vous serez alerté, hein. Pression de plateau qui ne bouge pas et une pression résistive, alors qu'on n'a rien changé par ailleurs au volume courant, qu'on n'a rien changé par ailleurs au débit. Euh, Pression résistive qui est en train de monter, la pépique ou la pécrette est en train de monter, voire même elle dépasse l'alarme de pécrette max que vous aviez mis. Vous avez compris que la pécrette, ce n'est pas dangereux. Vous n'allez pas faire éclater la sonde d'intubation, vous n'allez pas faire éclater les bronches du malade si la pécrette monte. Tant que la pression de plateau reste stable et que la pression dans les alvéoles est bien, il n'y a pas de souci. Mais si cette différence P-plateau, P-crête est en train de monter au cours du temps, dans vos différents tours de surveillance du patient, c'est que la pression résistive est en train de monter. Et si dans votre dos, personne n'a touché au volume courant, si personne n'a touché au débit en l'accélérant pour l'écoulement du fluide, etc., c'est que la résistance du tuyau est en train de baisser et que donc la sonde est en train de s'encrasser, de se couder, que le malade mord. Bref, il faut faire quelque chose avant qu'il n'y ait plus du tout d'air qui passe. L'atout, le score de sédation, la position de la sonde, ça c'est des choses auxquelles vous êtes habitué. Sur le scope, qu'est-ce qu'on va regarder? La saturation. Hein, l'objectif va vous être réglé en fonction du patient, de sa pathologie, s'il est bronchopathe, pas bronchopathe, s'il a un SDRA, pas de SDRA, en général entre 90 et 96% de saturation. Je rappelle qu'il est inutile, voire peut-être même délétère, de mettre un malade à 100 de saturation au risque de lui coller 150 ou 200 de PO2 sur les gaz du sang, ce qui peut être délétère chez les malades. Donc l'objectif, c'est une saturation, on va dire, normale pour le patient. Et chez un patient tout venant, quand il a 96-97% de SAT, ça suffit. Il est saturé normalement, il va bien assurer son transport en oxygène, et au moins à 96-97% de SAT, je serai sûr que je ne serai pas à 150 de PO2. Alors que si je le mets à 100 de SAT, je ne sais pas s'il est à 90 de PO2, ce qui est très bien, ou à 200 de PO2, ce qui risque d'être peut-être délétère. Sa fréquence respiratoire sur le scope, éventuellement sur le respirateur, la fréquence respiratoire réelle aussi. Si le patient est complètement endormi, curarisé, on s'attend à ce que la fréquence respiratoire du malade sur le scope ou la réelle sur le respirateur soit la même que la réglée. Il n'y a aucune raison qu'il déclenche, sauf s'il y a un problème, une fuite et des autodéclenchements, on va y venir après. Mais finalement, quand il se réveille, et voire même dans les modes assistés complètement, où il n'y a pas de fréquence fixe réglée par la machine, je surveille sa fréquence respiratoire, sa fréquence cardiaque, qui peut être le reflet de plein de choses, mais aussi le reflet que la ventilation se passe mal, sa pression artérielle, et je vérifie leurs alarmes, et notamment l'alarme d'apnée. Vraiment, si on ne règle pas les alarmes sur un scope ou sur un respirateur, et je vous encourage à avoir des protocoles de service, parce que c'est quelque chose que les docteurs font majoritairement très mal, régler chez tous les patients, scopés
chez tous les patients, ventiler tous les jours les alarmes, c'est un relatif enfer. Et donc, en gros, je vous encourage à avoir des protocoles de service qui va vous donner des ranges d'alarmes de base qu'éventuellement on pourra, sur prescription médicale, modifier pour telle ou telle raison. Mais ça permet d'avoir quand même des alarmes pas complètement farfelues. Le nombre de fois où, quand on fait le tour des respirateurs dans les services, on a par exemple des alarmes de volume courant entre 200 en bas et 1000 en haut, vous imaginez bien que ça ne va pas du tout. 200, ça peut représenter peut-être, je ne sais pas, 3 millilitres de volume courant et de poids idéal théorique, ce qui ne va pas, et 1000, ça serait 12 ou 12 à 14 millilitres kilo de poids idéal théorique, ce qui ne va pas non plus. Donc c'est vraiment important aussi d'en vérifier les alarmes. Et si ça sonne, il faut faire quelque chose et comprendre pourquoi, et pas simplement faire dériver les valeurs d'alarme. Paramètres réglés, paramètres mesurés, on en a parlé, par rapport à la prescription, vérifier le volume courant, la fréquence, la FiO2, etc. Et puis, je vais vérifier les paramètres mesurés par la machine. Le volume courant réellement délivré par rapport à celui que j'ai réglé, pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème. S'il y a un problème, c'est où la machine est cassée, où il y a une fuite qui fait que la machine n'arrive pas à délivrer tout le volume courant que je veux et que j'ai réglé. Les niveaux de fuite, donc la FiO2 réelle, les pressions délivrées. Si je suis en mode en volume, je surveille les pressions et vice-versa. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Et la fréquence respiratoire réelle qui tient compte du fait si le patient fait des cycles assistés ou pas. Et je réinsiste, les pressions générées en mode volume et les volumes générés en mode pression. Et puis les courbes, et là maintenant dans le mode en VSC, VC, j'espère vous avoir convaincu de surveiller ces 3 pressions que sont la PEP, la pression de plateau, la différence entre la pression élastique ou pression motrice, et la pression de crête, la différence entre la pression de plateau et la pression de crête étant la pression résistive. La forme de la courbe, est-ce qu'elle a des dents de scie? Est-ce qu'elle est bien régulière? Est-ce qu'elle revient bien à zéro à la fin de l'expiration? Ça témoigne aussi qu'il peut y avoir des problèmes, et notamment de l'eau dans les circuits ou des sécrétions dans le malade. Et puis, c'est important aussi que vous soyez le relais pour l'équipe médicale qui passe un petit peu moins de temps au lit du patient que vous, c'est certain, des principales asynchronies patient-ventilateur. Et donc, je vous les présente, les 3 principales asynchronies, qui sont des choses qu'il faut détecter, qu'il ne faut pas laisser faire, même si après, derrière, le réglage et la façon de les éviter sont peut-être plusieurs ressorts médicaux, mais il faut savoir les détecter. Vous avez ici la courbe de pression, la courbe de débit. Et vous voyez, arriver par ici, là, entre le 2e et le 3e cycle, il y a un truc un peu bizarre, qui est que on a l'impression que le débit devient négatif, mais pour autant, ça ne génère pas grand-chose en termes de pression et ça ne génère pas de cycle, en fait. Et si on enregistre au niveau de la pression œsophagienne, ce qui se passe vraiment dans le thorax du malade, vous voyez que, vous voyez les petites étoiles, le malade, il avait vraiment fait une dépression, il avait vraiment fait baisser sa pression dans son thorax, mais le respirateur, il ne l'a pas détecté et il n'a pas donné de cycle. Ça, c'est ce qu'on appelle des efforts inefficaces. C'est en général très mal toléré, c'est pas super, c'est comme si vous vouliez respirer, vous essayez, mais le respirateur ne le détecte pas, la valve respiratoire ne s'ouvre pas et vous n'êtes pas aidé. Donc vous imaginez, ça se rapproche de la torture quand même. Donc ça, c'est important de le détecter. Et vous voyez ici, encore une fois, sur la courbe de débit ou la courbe de pression, on a généré la petite dépression, on a généré un petit creux de débit, et puis ce n'est pas suivi d'un cycle. Donc ça, il faut le détecter et le signaler. Ça peut être que le patient fait un effort trop faible pour être détecté, et ou qu'on a mal réglé notre trigger inspiratoire, qu'on l'a réglé trop haut, et que donc l'effort du malade n'a pas atteint le niveau de trigger. À ce moment-là, il va falloir baisser ce niveau de trigger. Il faut qu'on puisse l'aider à chaque fois qu'il est en vie. Et puis, ça peut être aussi parce qu'il y a une PEP intrinsèque trop importante, mais ça, c'est un petit brin compliqué. Autre exemple ici, donc vous avez bien de l'aide inspiratoire. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la pression carrée en haut, du débit décélérant sur la courbe verte, donc on est bien dans un mode en pression. Et puis vous voyez ici qu'il y a des cycles avec le petit début du cycle en rouge, qui sont donc des cycles assistés. Donc il y a 2 solutions, où je suis en pression contrôlée avec le malade qui fait des cycles en plus, ou je suis en VSAI et le malade fait tout. Et vous voyez qu'il y a plusieurs cycles où il n'y a pas ce petit truc rouge, mais ils ne reviennent pas de façon régulière. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans de la pression contrôlée avec des cycles assistés. Et en fait, on est dans de la VSAI, mais où la machine va délivrer des cycles alors que le malade n'avait pas fait d'effort. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des autodéclenchements. La machine va pousser des cycles toute seule alors que le malade n'avait rien demandé. Donc ça aussi, c'est assez mal vécu. Imaginez que vous ne voulez pas respirer et qu'on vous force à le faire. Ça ne se passe pas très bien après pour l'adaptation du malade au ventilateur. Alors pourquoi on peut avoir ça? Alors cette fois-ci, parce qu'on l'a réglé trop bas, trop sensible, ce trigger inspiratoire, et qu'un petit truc va faire que la pression va changer dans le système et va atteindre cette valeur de trigger. On a par exemple des malades qui ont des très forts battements cardiaques, s'ils ont un peu d'insuffisance cardiaque avec des gros cœurs, et qu'en fait la pression transmise des battements cardiaques suffit, si le trigger est réglé très bas, à déclencher ça. Il peut y avoir aussi des fuites
N'oubliez pas que des fuites, ça va faire une perte de pression dans le système, et si cette perte de pression dépasse le trigger inspiratoire, c'est le signal pour la machine de déclencher un cycle, hein. La machine, elle détecte une baisse de pression dans le système, un petit appel d'air, elle ne détecte pas si c'est le diaphragme du malade qui a généré ça. Donc ça peut être des fuites, ça peut être des variations de pression non respiratoire. Je vous ai cité l'exemple du battement cardiaque. Un autre exemple, c'est de l'eau dans les circuits, hein, et l'eau qui avance et qui recule en fonction du cycle. Au moment où elle recule, elle peut vous générer un espèce de petit appel d'air qui, s'il est suffisant pour dépasser le trigger inspiratoire, génère un autodéclenchement. Et donc, comment on fait? On vide l'eau, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite, et si en définitive, c'est les gros battements cardiaques du malade, on augmente un petit peu le trigger inspiratoire. Je vous avais dit, quand on parlait des réglages, on le met le plus bas possible pour qu'il n'y ait pas d'autodéclenchement. Donc ça, c'est l'exemple. Si vous voyez les autodéclenchements, on le remonte un petit peu. Et dernière asynchronie du patient et du ventilateur, c'est ce qu'on appelle les doubles déclenchements. Vous voyez ici en haut sur la courbe de débit ou en bas sur la courbe de pression. Quand on arrive au troisième cycle, on a 2 cycles coup sur coup alors qu'il n'y a pas d'expiration entre les deux. C'est ce qu'on appelle donc le double déclenchement. Vous avez ici sur les flèches bleues. Et donc ça, c'est pareil, c'est pas imaginez que vous preniez un volume courant et alors que vous êtes en train de prendre le premier volume courant, vous prenez un deuxième volume courant en même temps, une espèce de comme ça de ping-pong de réflexion, paf paf. Donc ça, c'est aussi pas très bien pour l'adaptation du malade et à son ventilateur et à sa ventilation. Ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié que vous ayez mal réglé le trigger expiratoire cette fois-ci, qu'en gros, le patient, il n'avait pas encore eu tout le volume courant qu'il voulait, il était encore lui dans sa tête, dans son tronc cérébral, en train de vouloir inspirer et forcer la machine à expirer. Donc du coup, il va prolonger l'effort, dépasser le trigger comme on est dans un mode assisté contrôlé, et redéclencher un deuxième cycle alors que le premier n'est pas encore fini. Donc vous avez ça aussi si le malade fait des efforts trop importants. Il faut savoir les détecter et puis le signaler à l'équipe médicale pour modifier les réglages et faire en sorte que ces asynchronies disparaissent. Donc les alarmes importantes à régler, on l'a dit, volume courant, fréquence respiratoire, volume minute, pression de crête, pression de plateau. Il y a des grandes choses incontournables comme la pression de plateau qui ne dépasse pas 30, la pression de crête, elle qui va dépasser un petit peu la pression de crête du patient correctement ventilé, un peu par défaut on met 50 à 60 chez les malades, mais en fait tout dépend. Si vous avez un malade qui ventile avec 25 de pression de crête avec les paramètres réglés, on ne va pas attendre qu'il atteigne 60 avant que ça sonne, parce que là on est vraiment quasiment à la sonde occluse. À ce moment-là, peut-être prévoir s'il est à 25 de pression de crête quand tout va bien, une alarme de Pécrette à 35 ou 40 et pas tellement plus. Et donc pour tout le reste, vous voyez, ça va dépendre du volume courant que vous réglez chez le malade, de la fréquence respiratoire initialement réglée chez le malade. Donc c'est là où je vous encourage à avoir des protocoles de service qui vont vous dire pour un homme ou une femme de telle taille, le poids idéal théorique c'est ça, le VT de base c'est donc ça, et donc je règle mes alarmes entre temps et temps. La fréquence respiratoire, je règle par exemple, je dis n'importe quoi, plus 8, moins 8 par rapport à la fréquence qu'on a réglée au départ et qui correspond à une bonne capnie pour le patient, etc. etc. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce premier topo. J'espère que tout est clair et je pense qu'on s'organisera des petites sessions de questions car j'imagine que vous ne manquerez pas d'en avoir.